Moi, je crois effectivement qu'on est aujourd'hui, malheureusement, devant une absence de débat entre les deux candidats à la présidence et les deux têtes de liste du conseil d'administration. Je crois que si ce débat avait pu avoir lieu, et j'aurais souhaité qu'il ait lieu dans des conditions de sérénité, d'absence de mise en cause personnelle, je ne vois pas pourquoi on préjugerait a priori d'un débat qui serait de caniveau, disons. Moi, je crois qu'il y a des différences importantes. La gouvernance. D'un côté, M. Stéphan pense qu'il faut avoir des représentants de ces listes sur les trois conseils, conseil scientifique, conseil des études et de la vie universitaire, et également au niveau du collège des personnels IATOS, plus le conseil d'administration bien évidemment. Et pour ce qui me concerne, je pense que c'est uniquement sur le conseil d'administration que doit se focaliser les listes du président et sa politique. Pour le reste, il faut que les trois autres conseils, c'est-à-dire CS, CVU et CTP, Comité technique paritaire, soient totalement indépendants du président et du conseil d'administration. C'est de là qu'il va y avoir émergence de propositions qui reflètent les points de vue de la communauté. Il faut laisser ce débat se faire. Nous sommes une université plurielle, avec des disciplines différentes, des composantes différentes. C'est de ces conseils que peuvent émerger des vraies stratégies d'établissement. Et le président ne doit pas s'immiscer directement dans ces affaires. Il peut donner son point de vue comme n'importe qui. Et en tout cas, sur l'élection des vice-présidents, que ce soit celui du conseil scientifique ou du CVU, le président enregistre que le conseil scientifique a élu un vice-président au CS et un autre vice-président au CVU, et il présente ces personnes qui ont été élues par les conseils au conseil d'administration. Point final, sa position s'arrête ici. Il y a un deuxième point, peut-être, sur lequel il faudrait mettre la différence entre la position de M. Stéphan et la mienne. Quelle vision stratégique avons-nous tous les deux? J'ai bien compris, à la lecture de la profession de foi de M. Stéphan et de ses textes, qu'il prônait un pôle azuréen. Donc effectivement, il est revenu sur l'idée d'un presse raccroché à Marseille, je lui en donne acte, ne revenons pas là-dessus. Donc il est pour un presse azuréen, mais c'est une vision qui me paraît pas apporter beaucoup de valeur ajoutée. Le pôle persan, le pôle d'enseignement et de recherche Sophia Antipolis-Nice, qui rassemble les acteurs académiques de la Côte d'Azur, Nice et Sophia Antipolis, tels que l'école des mines, le CERAM, les organismes de recherche, CNRS, INSERM, INRA, INRIA, etc., existent déjà. C'est pas ma vision des choses, parce que s'il s'agit de refaire ce qui existe déjà avec peu de valeur ajoutée, en plus avec une formule juridique, le PCS, qui ne convient pas du tout, parce que je ne vois pas comment un établissement public de coopération scientifique, qui implique des organes de gouvernance dans lesquels il y aura à décider non seulement sur le plan financier, des ressources humaines et d'autres disons, d'autres modes de décision sur des points essentiels, comment l'INRIA, le CNRS, l'INRA vont appliquer leur point de vue. L'essentiel, je crois, c'est de se focaliser sur quel grand projet. Moi, j'ai un grand projet pour l'université de Nice Sophia Antipolis, c'est le presse euro-méditerranéen. C'est fixer des perspectives de croissance de l'université, de doublement de la population étudiante et de doublement de l'ensemble des moyens qui vont avec, aussi bien financiers, ressources humaines, locaux, etc. Dans cette politique d'ouverture qui place les universités au cœur de la compétition et de la coopération internationale, au cœur de la construction d'un espace européen et euro-méditerranéen de l'enseignement supérieur et de la recherche, je fixe des ambitions et une vision claire de l'avenir de l'université. Et c'est cette vision qui permettra de surmonter les conflits et qui permettra d'avoir pour chacun et chacune de nos composantes une perspective d'évolution qui soit prometteuse et qui puisse permettre de développer l'excellence scientifique. Voilà ce que je crois, en tout cas pour ce qui est de nos deux propositions stratégiques. Elles sont différentes. Rassembler la communauté universitaire, c'est aussi
rassembler l'ensemble des acteurs qui participent à nos missions essentielles, la recherche, l'enseignement et l'ensemble des autres missions que nous confère la loi, la valorisation, l'insertion professionnelle, etc. Pour cela, il faut être très attentif au statut, au service, et ne pas faire des propositions qui consisteraient à cliver la communauté universitaire, qu'elle soit chercheur ou enseignant-chercheur, en considérant qu'il y a d'un côté les bons qui feraient que de la recherche et les mauvais à qui on appliquerait le doublement d'un service. Il ne faut surtout pas toucher aux obligations légales d'enseignement et à nos statuts de chercheurs pour les organismes de recherche. Il faut défendre ces statuts et il faut viser au contraire à les améliorer dans une perspective qui permet de réaliser nos missions de la manière la plus efficace et la plus dynamique possible. Voilà mon sentiment concernant la capacité d'une vraie politique de rassemblement de la communauté universitaire qui ne signifie pas seulement de le déclarer, mais de le montrer concrètement en prenant des engagements très clairs, en particulier sur la modulation des services. S'agissant maintenant des mérites respectifs ou des capacités respectives des deux candidats à la présidence, M. Stéphan et moi-même, d'avoir cette capacité en quelque sorte ou cette expérience. Et M. Stéphan fait état de son poste important qu'il occupe à la DGRI et des responsabilités qu'il a pu prendre à l'université, mais il est détaché de l'université depuis 5 ans. Et d'une certaine manière, je crois qu'il a perdu vraiment le contact avec un certain nombre de réalités de la communauté universitaire. Mais en tout cas, il argue de sa capacité à mieux négocier avec le gouvernement. Je ne sais pas s'il va négocier ou s'il va suivre la politique du gouvernement. Quand on a passé un certain temps à définir cette politique et à l'appliquer, je doute que par ailleurs il puisse dire qu'ils sont en mesure de s'opposer éventuellement, comme je peux moi le faire par mon indépendance, à des directives ministérielles qui paraîtraient en contradiction avec les obligations de service public que l'État doit prendre dans ses missions fondamentales que sont la recherche et l'enseignement. M. Stéphan n'a pas de contact véritablement avec les collectivités territoriales. Il n'a pas véritablement de contact avec les entreprises. Demain, la capacité d'un président, c'est à diversifier les ressources de financement, pas seulement vis-à-vis de l'État, mais vis-à-vis de l'Europe. Et quelles sont les relations de M. Stéphan avec Bruxelles, avec l'Europe? Et en quoi peut-il, à ce niveau, se comparer à moi? Quelles sont les relations qu'il a avec les collectivités territoriales? Quelles sont les relations qu'il a avec les entreprises? Sur tous ces points, je crois avoir, depuis 4 ans, accumulé une expérience et une avance considérable.